avec l'AES en panafricain, et puis bon, il se cachait beaucoup derrière cela. Mais bravo pour le travail que vous tous vous avez fait. Je ne peux pas vous citer aujourd'hui, je ne peux pas citer tous ces patriotes vaillants qui viennent sur Internet à visage découvert, qui mettent en péril leur vie, qui sont aujourd'hui en danger, mais qui continuent pas à faire ce travail mémorable. Je ne peux pas tous les citer. Et même ceux qui soutiennent, nous qui sommes en train de faire ce travail, ceux qui nous soutiennent, de par vos prières, de par vos messages, de par vos encouragements, même ceux qui soutiennent en matière pécuniaire, je tiens à vous remercier tous. Et je tiens à vous dire, et à dire à tous ceux qui sont dans ce combat, ne désistez pas, ne reculez pas. Le travail que nous sommes en train de faire porte vraiment ses fruits. Le travail, l'humiliation dans laquelle nous avions traîné M. Faure Gnassingbé l'a amené même à commettre des erreurs irréparables. La bassesse dans laquelle M. Faure Gnassingbé même a accepté de traîner, et que nous les Togolais, nous avons réussi à le mettre, à mettre la lumière sur cela, l'a amené à commettre des erreurs, mais que lui-même il ne pourrait pas penser commettre. Cela l'a amené à rapidement aller signer avec la France. Il était en France il y a de cela quelques semaines. Après, il est parti en Russie. Vous savez, même ses partenaires savent que ce type, il est complètement perdu. Quand vous êtes, je ne sais pas si vous êtes dans une lutte ou vous êtes en face des personnes qui vous contredisent. C'est bien d'avoir des alliés, mais des fois, c'est le fait d'avoir beaucoup trop d'alliés aussi qui finira par vous décrédibiliser. Donc, on le voit avec la France. Donc, il part assez rapidement en Russie avec Vladimir Poutine pour aller signer. Donc, il repart aux États-Unis chez M. Donald Trump. En fait, tous ceux-là savent aujourd'hui que ce type, il est complètement perdu. Et ceux qui arrivent à lire, ceux qui arrivent à anticiper les choses, savent que c'est quand vous êtes dans un moment de perdition, c'est quand vous commencez par vous perdre, que vous vous alliez et aux gens de gauche et aux gens de droite. Vous vous alliez à des amis, vous vous alliez à leurs ennemis. Vous vous alliez à tout le monde parce que vous-même, vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans les stratégies dans laquelle vous-même vous êtes. Les stratégies finissent par vous perdre. Le fait de toujours comparer M. Faure Gnassingbé, le fait de toujours l'attaquer, l'a amené à commettre l'irréparable aujourd'hui au Bénin. Et je tiens à faire cette vidéo, dans ce direct, je tiens à interpeller M. Patrice Talon. M. Patrice Talon, vous êtes une personne pour lequel j'ai quand même beaucoup de respect, même si votre politique internationale, je n'y adhère pas totalement parce que essaye d'être une base arrière aussi pour un autre pays. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça ce soir. M. Patrice Talon, vous êtes venu, vous avez atteint la magistrature suprême à travers votre intelligence, à travers votre éloquence et à travers votre ténacité. Vous n'avez pas hérité le trône de votre père. Vous vous êtes battu pour être là où vous êtes aujourd'hui. Déjà en 2020, M. Faure Gnassingbé a tenté de déstabiliser le Bénin à travers Mme Rokia Amadougou. Il n'a pas réussi. Et en 2025, M. Faure Gnassingbé revient à la charge, a tenté un coup d'État qui a failli même réussir et vous évincer du pouvoir. Vous qui avez changé l'histoire du Bénin, vous qui avez ramené le Bénin dans une dimension mais inimaginable, vous qui avez fait en 10 ans ce que Faure et son père n'ont pas pu faire en 60 ans, vous qui avez réussi à mettre M. Faure en face de son incompétence, de son échec littéral, vous avez fait quand même un gros travail et votre travail, votre réputation a été quelque chose qui vous a précédé. Monsieur Patrice Talon, vous êtes une personne vraiment à féliciter. On a vu la dimension dans laquelle vous avez ramené le Bénin et économiquement et en matière d'infrastructure. Les hôpitaux que vous avez construits, les salles de classe, les petites allocations pour les jeunes filles. On a vu, même si c'est le début quand même de quelque chose. Et on sait les fondements que vous êtes en train de poser pour un développement futur. Les bases que vous êtes en train de poser. On sait que vous n'êtes pas n'importe qui, M. Patrice Talon. Mais comment cela se fait que le président à côté, qui est vomi
de tout son peuple, qui a été incapable de faire quoi que ce soit en 20 ans, où ces 20 ans sont pensés comme 20 jours. Un président qui baigne vraiment dans l'échec que l'on ne peut pas expliquer. Actuellement en Afrique, le chef d'État le plus incompétent, le chef d'État qui fait preuve d'une nullité absolue, c'est M. Faure Gnassingbé. Le chef d'État qui est vraiment en plein déphasage avec les enjeux mondiaux, eh ben c'est M. Faure Gnassingbé. Et pourtant, il trouve l'argent pour aller donner 20 millions ou 30 millions de dollars pour le Congo, pour essayer de les calmer, alors que le Togolais profond n'a même pas d'eau potable, alors que le Togolais profond n'a pas d'eau, le Togolais profond n'a pas d'électricité. Les enfants togolais n'arrivent pas à étudier dans de bonnes conditions. Il y a un désespoir. Il y a un désespoir qui est dans le cœur de toute la jeunesse togolaise. Et quand je voyais le jeune, le petit frère de M. Trimuya qui sont en train d'être propulsés aujourd'hui au sein de régimes comme les nouvelles têtes, vous voyez, au Togo, il n'y a pas la méritocratie. C'est quand vous faites partie du clan que vous pourrez rentrer dans les sphères étatiques. Aujourd'hui, il y a les frères de M. Trimuya qui sont ministres de la veille stratégique, je ne sais pas en quoi cela consiste réellement, qui se permet de dire à cette jeunesse togolaise que cette jeunesse togolaise est une jeunesse paresseuse. Je tiens à vous dire, c'est une jeunesse qui a abandonné la jeunesse togolaise. Vous allez voir un jeune Togolais, Zemi Djaman. Beaucoup de conducteurs de taxi-moto aujourd'hui au Togo n'arrivent même plus à rentrer dans leur maison pour se reposer parce qu'il n'y a pas d'argent. Tout est saturé dans le pays. Parce que même s'ils rentrent chez eux, si leurs enfants commencent par leur demander le petit déjeuner, ils sont incapables de donner. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être des parents responsables, mais c'est parce qu'ils sont embrigadés dans un système. Ils sont victimes d'un chef d'État dictateur. Ils sont victimes d'un chef d'État qui fait preuve d'un machiavélisme profond, qui fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Regardez dans les stations d'essence au Togo. Vous allez voir beaucoup de personnes. Leur moto est devenue leur lit. Ils dorment sur leur moto. Mais essayez de les réveiller. Et dites-les, monsieur, je vais à Photo Venavia Ebe. Il va commencer par te dire, ah, Photo Venavi, ah, Olé, Photo Venavia, et Soukoula Agboa. Ça veut dire que même dans le subconscient de beaucoup de Togolais aujourd'hui, il est même conducteur dans ses rêves. Même les subconscients, mais les subconscients. Ça veut dire, client, où est-ce que je peux trouver un client? Comment je peux ramener je peux ramener excusez-moi, comment je peux ramener à manger à mes enfants dans la maison? C'est tout ce qui nous traverse l'esprit. Et une personne comme ça, comment vous pensez que cette personne peut développer son génie? Comment vous pensez que cette personne peut penser et poser sur la table des réformes structurelles? L'intelligence, ça s'entretient aussi. Vous pensez que c'est à cause de quoi si beaucoup de personnes pensent que certains peuples sont moins intelligents que d'autres? Ce n'est pas le peuple qui est intelligent, mais il y a des conditions qu'il faut créer autour d'un peuple pour le permettre de développer son génie. Une personne qui est conducteur de taxi-moto, que dès que tu le réveilles, il est comme Google Maps. Dès que tu le réveilles et tu lui dis que tu vas quelque part, son esprit est déjà là-bas. C'est une personne qui est déjà liée. Toute sa vie, tous ses projets, toutes ses ambitions se résument au fait d'être conducteur de taxi-moto. Et son subconscient même suit cela. Comment cette personne peut développer son... Même M. Faure Gnassingbé est en train de tuer cette jeunesse. Quand M. Faure Gnassingbé venait d'arriver, avec le nombre de décès que vous connaissez bien, à un moment, qu'est-ce qui a fait afin que le peuple togolais s'est calmé en 2005? Le peuple togolais s'était dit, quand même M. Faure Gnassingbé, il est jeune, il n'est pas analphabète comme son père, peut-être lui ce sera le président de la jeunesse. Son père, c'est son père, mais lui quand même, c'est lui. Il est jeune, il a des projets nouveaux, il a vécu aux États-Unis, il doit être normalement civilisé. Quand même, faisons-lui confiance. Mais ceux qui avaient 20 ans avant que M. Faure Gnassingbé n'atteigne la magistrature suprême, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Et ils ont vu 20 ans de leur vie être hypothéqués de cette même façon. Ceux qui avaient 15 ans avant de voir M. Faure Gnassingbé arriver au pouvoir, aujourd'hui, ils ont 35 ans. Et malheureusement,
eux, leur vie est en train de passer comme ça. Ils sont devenus des personnes sans ambition. Pas parce que c'est des personnes qui sont limitées intellectuellement ou qui sont limitées. Non. Ce ne sont pas des personnes qui sont limitées. Mais parce qu'ils vivent dans un pays où le désespoir est profond. Où il faut voyager pour pouvoir rêver. Aujourd'hui, le Togo présente des caractéristiques d'un pays qui a connu des décennies de guerre civile. Quand vous voyez le Togo aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une grande guerre de 30 ans qui est passée par là. Quand vous voyez même Lomé, vous pensez qu'il y a une grande guerre qui est passée par là. Aujourd'hui, vous partez même à Monrovia, au Libéria. Vous allez voir que le Libéria présente des facettes beaucoup plus rassurantes et beaucoup plus inspirantes que le Togo, alors que ces pays ont connu des décennies de guerre civile. Vous partez en Angola, n'en parlons pas, c'est un autre niveau. Vous partez même en Sierra Leone, à Freetown. Vous voyez l'atmosphère de ce pays, rien de comparable à Lomé. Vous savez que ce pays veut faire quelque chose. Vous savez que c'est un pays dans lequel il y a de l'espoir. Même aujourd'hui, vous partez à Mogadiscio, en Somalie, vous allez voir que même le sphère somalien est beaucoup plus rassurant que ce que vous allez voir au Togo. Le Togo, et regardez, on est les derniers en Afrique. Regardez vos hôpitaux, regardez les hôpitaux de Togo, regardez l'échec littéral que M. Faure Gnassingbé a représenté, M. Patrice Talon. Ça veut dire que tentez seulement un coup d'État au Togo, M. Patrice Talon, et vous serez complètement rentré dans l'histoire du peuple togolais. Le Togolais peut vous prendre aussi comme président, hein, M. Patrice Talon, parce que nous sommes panafricains. On sait que le Bénin et le Togo, c'est un même peuple. On a été divisés par la force des choses, par des frontières qui nous ont été imposées. Le Bénin et le Togo, c'est un même peuple. Donc vous pourriez encore très bien devenir président au Togo. On est panafricain. C'est ça le panafricanisme aussi. C'est de se voir un autour d'une même politique et autour d'une même idéologie. Donc, M. Patrice Talon, aider à renverser M. Faure Gnassingbé aujourd'hui peut vous positionner vous-même à prendre la magistrature suprême togolaise tranquillement. Vous pourriez prendre même le Bénin et le Togo, les fusionner et en faire un seul pays. Cela ne dérange pas le Togolais, M. Patrice Talon. Mais il faut que vous sachiez, vous savez, M. Patrice Talon, je pense que vous en êtes au courant, vous êtes déjà au courant. Mais je suis obligé de le redire. Si vous quittez la présidence béninoise dans ce genre de conditions, attention, M. Faure Gnassingbé ne vous le pardonnera jamais. Si vous n'êtes plus président, et sachez que tout homme a un prix, nous l'avons très bien vu. À chaque fois que des chefs d'État ont essayé de placer leur poulain pour leur succession, cela s'est très très mal passé. Je peux vous donner le cas du Cameroun à l'époque, qui était dirigé par Amadou Ahidjo, qui avait vu dans toute la classe, dans tous ses collaborateurs, il avait pris M. Paul Biya comme étant son successeur. C'est ce même Paul Biya qui l'a déchu de sa nationalité. M. Amadou Ahidjo a fini comme un apatride. C'est le Sénégal qui a essayé de lui trouver des papiers. C'est M. Amadou Ahidjo, c'est M. Paul Biya qui a chassé Amadou Ahidjo en exil. C'est pour cela que je vous dis attention. Même M. Wandani aujourd'hui peut se retourner contre vous. Et récemment, nous l'avons vu avec le Sénégal. Monsieur Ousmane Sonko a appelé à ce que l'on vote. A mis devant, a mis au devant M. Bassirou Diomaye Faye. Mais vous voyez comment M. Bassirou Diomaye Faye est en train de lui tourner le dos. Vous voyez comment M. Diomaye Faye est en train de lui roubler dans la farine. Attention, quand vous-même vous préparez vos successeurs. Quand vous êtes au sommet de l'État, beaucoup peuvent vous célébrer, beaucoup peuvent vous féliciter, beaucoup peuvent vous applaudir. Et vous ne savez pas ce que les gens pensent réellement. Et la personne que vous pensez être légitime pour être votre successeur peut devenir votre plus grand bourreau si vous ne faites pas un travail en amont. Attention, monsieur Patrice Talon. Et votre plus grand ennemi aujourd'hui en Afrique. La seule chose qui vous a sauvé la dernière fois au Bénin, monsieur Patrice Talon, c'est que le peuple vous aime. C'est que le peuple a reconnu le travail mémorable que vous avez fait. C'est que ce peuple reconnaît que vous n'êtes pas un président incapable comme M. Faure Gnassingbé à côté. C'est parce que le peuple béninois a reconnu votre travail et que votre réputation vous a précédé et vous a sauvé. Sinon, nul n'aurait été le cas
si le peuple était dans les rues, si le peuple était ne serait-ce qu'un petit moment fatigué de votre politique, heureusement que le peuple béninois est un peuple très intelligent, très éveillé, qui comprend quand même les choses. Ils ne sont pas tombés dans ce genre de bassesse. Le peuple béninois était un peuple ferme, responsable et fidèle vis-à-vis de ses engagements. C'est ce qui vous a sauvé, M. Patrice Talon. Et ce coup d'État a été financé, piloté par le Togo. Moi, je tiens à vous le dire, je peux vous le dire clairement. Et M. Kémy Sébé était sorti assez rapidement, pensant être le premier ministre de la transition béninoise. Tout était en marche. Hein. Au Togo, ils avaient directement lancé une émission spéciale pour encourager le coup d'État au Bénin à New World TV, je ne sais pas. Vous savez, toute rupture démocratique est quelque chose de condamnable. Mais souvent, les coups d'État viennent en réponse à des engagements qui n'ont pas été tenus. Les coups d'État viennent en réponse souvent à certains échecs vis-à-vis des gouvernements. Les coups d'État surviennent souvent pour traiter des problématiques qui sont restées assez longtemps sur la table et qui n'ont pas été traitées. Le Bénin, un pays comme le Bénin, n'a pas besoin forcément d'un coup d'État. Et c'est là où les panafricains aussi, ils ont très mal fait leur lecture. Des pays aujourd'hui comme le Bénin, des pays aujourd'hui comme le Gabon, de Brice Oligui Nguema, ne pensez pas que vous pourriez planter un panafricanisme frelaté dans ce genre de pays aujourd'hui. Même si moi-même je suis panafricain, même nous avions une section idéologique, nous avions vraiment une joute idéologique concernant le panafricanisme que vous représentez. Je parle de Franklin Nyamsi, Nathalie Yambe et tous leurs consorts, et de moi le panafricanisme que j'ai appris et que je cherche à incarner aussi. Donc, M. Patrice Talon, il est temps pour vous de riposter. Et dans le livre Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le meilleur moyen de vous protéger aujourd'hui, M. Patrice Talon, c'est d'évincer vos ennemis avant votre départ. Et votre premier ennemi, c'est vos ennemis de l'Ouest. Donc, c'est à vous de commencer par vous attaquer aussi à lui. Et il n'y a pas un régime aussi fragile aujourd'hui comme le régime togolais, M. Patrice Talon. Il n'y a pas un régime aussi fragile comme le régime togolais. Donc, essayez de tenter un coup d'État. Déjà, vous serez un héros dans le cœur de tous les Togolais. Et vous aurez vous-même une certaine quiétude pour finir votre retraite tranquillement. Parce que même si M. Faure Gnassingbé est encore dans son fauteuil tranquillement, et que vous partez, que ce soit Wandani, parce que le pouvoir aussi change. M. Wandani, aujourd'hui, qui est votre fidèle collaborateur, peut être prochainement votre futur bourreau. Parce que c'est dit. Que le pouvoir rend fou. Et le pouvoir absolu rend absolument fou. M. Wandani n'est pas encore arrivé au pouvoir. C'est le pouvoir même qui décide de comment il te façonne. M. Bassirou Diomaye Faye, qui était un vrai Tintin, qui ne comprenait absolument rien. Donc, même quand chaque fois qu'il sort du Sénégal, il fait tout pour humilier le peuple sénégalais de par son incompétence aussi. Mais regardez ce que le pouvoir a fait de ce type aussi. Un Tintin. M. Ousmane Sonko avait vu dans tout son parti politique, le PASTEF à l'époque, il avait vu que M. Bassirou Diomaye Faye, c'était le moins outillé, le moins compétent, le moins intelligent, le moins, voilà. Et il pensait que, bon, lui, il pouvait quand même... Bassirou Diomaye Faye pouvait le laisser gérer le pays tranquillement, vu qu'il ne comprenait pas grand-chose. Mais attention, si même des personnes aussi transparentes intellectuellement, des personnes aussi transparentes intellectuellement comme les Bassirou Diomaye Faye arrivent à tourner le dos à Ousmane Sonko et à les mettre à terre aujourd'hui, ne pensez pas que vous vous êtes exempté de tout cela. Et c'est... Si M. Paul Biya, qui ne parlait même pas, qui n'arrivait même pas à parler, qui était vu comme le plus calme du gouvernement d'Ahidjo, a pu faire cela avec Amadou Ahidjo, attention. Ne pensez pas que Wandani fera le contraire. Je ne le souhaite pas. Mais en tant que des personnes qui arrivent à anticiper les choses, je vous dirai, M. Patrice Talon, de rapidement essayer de sécuriser votre avenir.
Je sais que vous n'êtes pas facilement invincible. Je sais que vous êtes une personne très intelligente. Mais la meilleure défense sera l'attaque. À vous de riposter. Pendant longtemps, vous avez été sur la défensive. Vous avez toujours reçu des coups des gens qui viennent de l'Ouest. Maintenant, c'est à vous de répliquer. Et le peuple togolais est aussi derrière vous. Je laisse... voilà, je vais aller assez rapidement vers cette deuxième partie qui est consacrée à M. Franklin Nyamsi et à tous ces panafricains. Moi, je ne peux pas les appeler panafricains. Bon, avant de commencer cela, j'appellerai ceux qui essaient de couper les vidéos à essayer, ceux qui coupent les directs, à essayer de le couper afin de les republier. Aussi, je vais être le plus synthétique possible. Donc merci beaucoup de tapoter, merci beaucoup de repartager. On a vu le congrès panafricain qui s'est tenu au Togo il y a de cela une semaine. Un congrès dans lequel, bien avant, j'ai vu un monsieur Franklin Nyamsi qui a parlé avec un gros mépris vis-à-vis des Togolais. Il a même appelé les Togolais des petits esprits. Il n'est pas le seul à vouloir humilier les Togolais. Alain Foucault essaie de le faire, Jules Domtia essaie de le faire. Et beaucoup de panafricains essaient de nous expliquer, nous les Togolais aujourd'hui, comme si nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de vivre. Comme si c'est nous qui ne comprenons pas le désespoir profond qui est imposé sur notre vie aujourd'hui. Et je tiens à vous dire que je suis en scission complète avec ce panafricanisme que vous représentez. Mais pour commencer, j'ai été l'un des rares à pouvoir critiquer de manière très véhémente. Allez voir sur ma page. C'était le 24 juillet. Il y a de cela 5 mois. Je l'avais déjà vu venir. Parce que M. Franklin Nyamsi avait des velléités de drague vis-à-vis de M. Faure Gnassingbé. Et si vous suivez, si vous êtes des personnes qui arrivent à vous projeter en tant qu'analyste, vous savez que c'est M. Franklin Nyamsi qui a eu envie même de travailler avec le gouvernement togolais. Pas l'inverse. Je suis sorti. Je l'ai attaqué de manière frontale. Et mes propres frères togolais pour lesquels je faisais ce combat m'ont lynché et m'ont insulté. Mais aujourd'hui, vous le comprenez. Les Togolais, vous avez souvent ce malheur de pouvoir célébrer des gens qui finissent par vous humilier. Vous célébrez, vous adulez des personnes qui finissent toujours par vous humilier. J'ai critiqué parce que moi, je l'avais vu venir. Je l'ai critiqué de manière... voilà. Mais mes propres frères togolais, allez voir. La vidéo est toujours là. C'était une vidéo du 24 juillet de cette année. Mes propres frères togolais m'ont lynché au détriment d'une autre personne. Mais je n'avais pas tort et je savais que je n'avais pas tort. J'étais obligé de revenir présenter des excuses au peuple togolais. Parce que pour moi, c'est le peuple qui décide. Si vous ne voulez pas que je touche à M. Franklin Nyamsi, je ne le toucherai pas pour vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vu? Je me rappelle très bien quand même M. Ferdinand Haïté au début a commencé par critiquer les panafricains. Comment beaucoup de Togolais l'ont lynché publiquement. Je me rappelle, ça c'est cette scène, je ne l'oublierai pas. Monsieur Diloula, je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai vu entre-temps dans le direct, qui était un jour dans le direct de Monsieur Ditry. Monsieur Ditry que j'apprécie, le travail qu'il est en train de faire, mais le moment est venu de quand même quand même parler de certaines choses. Où Monsieur Diloula reprochait à Franklin Nyamsi sa duplicité intellectuelle. Et Monsieur Ditry lui demandait, est-ce que tu as déjà lu même des livres de Franklin Nyamsi, comme si, est-ce que toi tu es même déjà cultivé, est-ce que si toi tu comprends même des choses? Monsieur Diloula lui a dit, je n'ai pas besoin de lire un livre d'un criminel, d'un ancien conseiller de Monsieur Guillaume Soro, je n'ai pas besoin, bravo, je n'ai pas besoin de lire le livre de ce personnage. Monsieur Ditry a descendu avec un certain mépris Monsieur Diloula. Cela m'avait fait extrêmement mal. Je me suis dit que Monsieur Diloula était des personnes qui avaient rapidement compris cela. Que beaucoup de personnes étaient lents à la détendre. Beaucoup de personnes avaient une capacité
de pouvoir anticiper les choses qui n'est pas assez poussé. Il l'a descendu avec mépris, pensant que lui, M. Ditry, connaissait ou comprenait beaucoup plus quelque chose que M. Diroula. Mais aujourd'hui, nous avons été trois à le dire. M. Diroula, moi et M. Ferdinand Ité. Nous tous, on a été lynchés par des Togolais. Je me rappelle que c'était en mars-avril. Je pense qu'en ce moment, moi, je commençais par être en désaccord profond avec ce que les panafricains étaient en train de faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous le voyez? Vous, les Togolais, vous avez une fâcheuse habitude de toujours célébrer ceux qui sont contre vous. Et aujourd'hui, vous voyez, les Burkinabés que vous avez pris le temps de soutenir, même moi ici, j'ai été au devant. Nous avons fait des marches pour les Burkinabés, pour tous les pays de l'AES, quand les États-Unis avaient des velléités d'agression vis-à-vis de ces nations qui voulaient se libérer du joug occidental. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vu les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens être à votre côté, être aux côtés du peuple? C'est pour cela que je vous dis toujours que ces types ne sont pas panafricains, ils ne sont que nationalistes, ils ne pensent qu'à leur nation en premier. Et si c'est comme ça, même si moi je suis panafricain, et on a aussi certaines personnes qui sont là, qui n'ont pas grand-chose à dire et qui essaient d'avoir des discours brouillants disant le France-Africain, la France-Afrique, je veux rompre avec la France-Afrique, alors que c'est des personnes qui ne comprennent absolument rien de la France-Afrique. Vous leur demandez même c'est quoi le 11 accords coloniaux, ils sont incapables de vous le dire. La France-Afrique, je ne sais pas, celui qui les a biberonnés avec cela, ils sont là avec des drapeaux américains, des drapeaux togolais, alors que la plus grande nation opprimante, ce n'est pas la France, c'est les États-Unis. La France et les États-Unis travaillent en symbiose pour détruire tous ces pays africains. Il attaque toujours la France sans attaquer les États-Unis. Et il est toujours là, la France, Afrique, la France. Je me dis, mais qu'est-ce que toi tu comprends? Une personne qui ne comprend absolument rien. Et il essaie aussi, lui aussi, de se cacher derrière le panafricanisme. Mais il le fait mal parce que... Voilà. Ils sont incultes, ils ne comprennent rien, ils n'ont aucune culture. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune culture politique, mais ils essaient de se lancer. Et c'est quand même décevant que ce genre de personnes pensent. Ils ont même l'outrecuidance de penser qu'ils pouvaient atteindre la magistrature suprême au Togo. Et à un moment, les gens qui n'ont aucune culture politique, qui ne comprennent absolument rien, ils pensent qu'ils peuvent devenir président au Togo. Vous voyez? Vous voyez le déphasage de l'Africain. M. Franklin Nyamsi qui traite les Togolais d'être des petits esprits. J'ai toujours été en désaccord avec l'orgueil des panafricains. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on vous appelle panafricain, vous vous surestimez un peu trop. Vous pensez que vous êtes des super africains. Vous pensez que vous êtes plus intelligents que la norme. Vous pensez que vous êtes des personnes les plus brillantes qu'elles soient. Monsieur Franklin Nyamsi, je peux vous le dire moi personnellement, vous ne m'avez jamais ébloui intellectuellement ou vis-à-vis de vos analyses, monsieur Franklin Nyamsi. Je vous ai toujours vu comme un imposteur et c'est ce que vous êtes. Vous avez été ancien conseiller de M. Guillaume Soro. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes les plus intelligents, que vous êtes les plus brillants. Mais M. Franklin Nyamsi, vous n'êtes pas plus brillant que la nôtre. M. Franklin Nyamsi se prend comme un super africain qui a fait des révolutions stratosphériques dans la vie des Africains. C'est ce qu'il pense. M. Franklin Nyamsi, ils ne sont que des petits larbins au service de la Russie aujourd'hui. Mais ce qui m'énerve, les vrais pères du panafricanisme, je ne vais pas citer des chefs d'État, je ne vais pas citer M. Kwame Nkrumah, ni Sylvanus Olympio, ni tout ça. Les vrais pères du panafricanisme, les têtes pensantes du panafricanisme même, n'ont pas l'orgueil que vous, panafricains, et toi, et Kémy Séba, et Alain Foucault, et eux tous, vous êtes en train de faire preuve aujourd'hui. Monsieur Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux qu'il pense qu'il a fait un travail révolutionnaire comme Cheikh Anta Diop, en fait. Comme s'il avait créé le carbone 14, comme si c'était un grand égyptologue, comme si c'est quelqu'un qui avait créé... Monsieur Cheikh Anta Diop, celui qui a créé une langue commune africaine, le grand égyptologue qui a su prouver par A plus B, sa conférence à Sorbonne, à l'époque, sa thèse a été remplie et même diffusée sur des radios. C'est des gens qui ont été brillants et qui n'ont pas vendu leurs âmes au diable. Monsieur
Cheikh Anta Diop, qui a fait ce travail mémorable, n'était pas orgueilleux comme ce pantin aujourd'hui de M. Franklin Nyamsi. M. Cheikh Anta Diop, qui a écrit Nation nègre et Civilisation Nation nègre, qui a tenu des tribunes dans tous les pays, qui a été adulé de par son intelligence, n'a pas été aussi orgueilleux comme M. Franklin Nyamsi aujourd'hui. M. Franklin Nyamsi fait preuve d'un orgueil que je ne comprends pas. Et il dit, moi je donne des thèses sur des cours sur le panafricanisme à l'université de Saint-Pétersbourg. En fait, il est encore dans un complexe d'infériorité. Il pense que donner des cours aux petits blancs, donner des cours aux Russes, cela fait de moi un super Africain. Mais vous savez combien de professeurs d'université nous connaissons et que nous côtoyons? Vous savez combien de professeurs d'université que nous connaissons, qui partent même pour 2 semaines, aller enseigner à l'université de Séoul, aller enseigner à l'université de Tokyo, aller enseigner aux universités d'Osaka. Vous savez combien de ces personnes nous côtoyons, mais qui ne sont pas aussi orgueilleux que vous? Monsieur Cheikh Anta Diop qui a changé. Il y avait le panafricanisme politique, mais le panafricanisme, la structure de désaliénation intellectuelle, c'est M. Cheikh Anta Diop qui en a fait une très grande partie. M. Cheikh Anta Diop n'était pas rempli d'un orgueil aussi profond et d'un mépris pour les autres comme M. Franklin Nyamsi. Alors que c'est Franklin Nyamsi qui ne connaît absolument rien. Il peut faire émoustiller quelques petits analphabètes. Pourquoi je dis que M. Franklin Nyamsi ne connaît rien? Ce n'est pas pour le prendre de haut. Il sait bien manier la langue de Molière. Peut-être il est quand même malin. Mais M. Franklin Nyamsi, moi je peux vous dire qu'il a été conseiller de M. Guillaume Soro. Et si M. Franklin Nyamsi, si vous étiez aussi intelligent, vos conseils n'auraient pas mené aujourd'hui M. Guillaume Soro à devenir un fugitif en cavale. C'est vos conseils qui l'ont emmené là. Si vous étiez tellement intelligent, vous êtes une personne qui est analyste politique comme vous le prétendez, vous arrivez à voir de loin, vous aurez mieux conseillé M. Guillaume Kibafouri Soro. Il ne serait pas aujourd'hui en cavale comme il l'est. À l'époque, quand vous étiez conseiller de M. Guillaume Soro, vous prétendez, vous pensez que vous êtes un surhumain, vous pensez que vous êtes un surdoué intellectuellement, mais vos conseils, on reconnaît aujourd'hui là où vos conseils ont réussi à mener M. Guillaume Soro qui est amaigri, qui est devenu un fugitif, qui se promène dans des pays avec des faux passeports. C'est là où vos conseils lui ont mené. Et avec ça, on reconnaît vraiment votre intelligence. Monsieur Franklin Nyamsi, vu qu'il a été avec Guillaume Soro, c'est une personne qui a été dans les arcanes de tous les pouvoirs. Monsieur Guillaume Soro a des amis un peu partout en Afrique. Et Monsieur Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un, vu qu'il connaît beaucoup de noms, des informations lui parviennent. Et vu qu'il est malin, il personnalise ces informations et fait de ces informations des inférences que lui-même il a pu établir. Il fait de ces informations qu'il a reçues, il fait ce qu'on va dire le béret intellectuel. Il prend des informations, il le personnalise et il essaie de venir vous le présenter comme si c'était des analyses, c'était des déductions surhumaines qu'il avait faites. Alors que zéro. Comme s'il avait fait des déductions personnelles. La preuve, à chaque fois que M. Franklin Nyamsi n'a pas eu des informations concernant des activités politiques, n'a pas eu des informations concernant des situations politiques dans des pays, il a toujours fait des analyses fallacieuses, bâclées et erronées. M. Franklin Nyamsi, allait écouter comment il avait commencé par critiquer Assimi Goïta à l'époque. Il avait fait une analyse complètement bâclée et erronée. Comment il avait présenté Assimi Goïta, la manière dont il avait traité Assimi Goïta. Analyse complètement bâclée. Et après, Vicky fait preuve aussi c'est un homme qui change de veste, qui change de paradigme, qui change d'idéologie d'une manière dont je ne comprends pas. Après, regardez comment il a recommencé par célébrer Assimi Goïta. Le même qui critiquait Thomas Sankara, grand révolutionnaire de son temps. M. Franklin Nyamsi critiquait M. Thomas Sankara à l'époque. C'était un homme phare de M. Alain
de monsieur l'ex-président burkinabé, Blaise Compaoré. C'était un homme phare de monsieur Blaise Compaoré. Il critiquait même Thomas Sankara. Allez regarder les vidéos pour vous dire qu'à chaque moment que M. Franklin Nyamsi n'a pas eu des informations claires concernant une activité, n'a pas eu des informations claires concernant la situation politique d'une nation, il a fait des analyses les plus erronées qu'elles soient. Regardez même l'analyse qu'il a fait en face du renversement militaire de la Guinée-Bissau. Une analyse complètement bâclée et erronée encore. Vous pourriez émoustiller certains nigauds, certains analphabètes notoires des pays de l'AES. Vous pourriez encore les émoustiller de par... voilà. Et aujourd'hui, ces mêmes types qui ont été... Et il a aussi un discours qui m'énerve beaucoup. M. Franklin Nyamsi dit souvent qu'il est panafricaniste de gauche. Le panafricanisme, déjà, c'est l'émancipation en matière idéologique, en matière culturelle, en matière politique. C'est l'émancipation du peuple noir, du peuple africain. Ce principe de gauche, de droite, de centre ne font pas partie de notre paradigme, nous, Africains. Et quand vous dites que vous êtes des panafricanistes de gauche, j'ai l'impression que M. Franklin Nyamsi veut rompre avec un système qui est le système de la France-Afrique, mais il veut refonder un autre système tout en s'inspirant complètement et intégralement du système que lui-même a pu rejeter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce principe de gauche, de droite, de centre, ça ne fait pas partie du panafricanisme, ça ne fait pas partie de la manière dont l'Africain conçoit la politique ou conçoit le panafricanisme. Mais lui, il dit encore qu'il est panafricaniste de gauche. Ça veut dire que la politique française, il dit qu'il est panafricain, qu'il veut rompre avec l'entité coloniale. Mais il veut toujours ramener la manière de faire la politique française dans la politique africaine toujours. Et c'est ces personnes que vous voulez suivre. C'est ces personnes que vous adulez. Moi, je tiens à vous le dire encore. Monsieur Franklin Nyamsi ne m'a jamais impressionné et n'a jamais été un quelconque modèle. Monsieur Franklin Nyamsi est orgueilleux comme s'il avait fait un travail comme Monsieur Frantz Fanon. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Frantz Fanon. Un grand psychologue entier qui a écrit des livres, mais voilà. Ces personnes qui étaient super intelligentes, super brillantes, c'est M. Frantz Fanon qui avait écrit des livres, qui avait changé même l'idéologie des soldats algériens, des soldats algériens du FNLA, du FNL, pour la libération, lors de la guerre d'Algérie. C'est lui qui avait changé l'idéologie, c'est lui qui avait changé la psychologie des soldats qui voulaient la libération de l'Algérie en ce moment. Pour vous dire, c'est des personnes brillantes qui ont fait un travail mémorable, mais qui ne sont même pas orgueilleux comme M. Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux, et il peut être orgueilleux devant certains Africains qui ne sont pas cultivés. Parce que nous qui avions étudié, nous qui avons des références, comme des personnes comme Cheikh Anta Diop, comme Frantz Fanon, nous ne pourrons pas tituber devant un type comme M. Franklin Nyamsi qui est un mercenaire intellectuel. Parce que M. Franklin Nyamsi, c'est un mercenaire intellectuel. Le mercenariat, c'est de vendre tes services aux plus offrants. M. Franklin Nyamsi est devenu un mercenaire intellectuel. Il vend son intelligence aux plus offrants. Regardez comment M. Franklin Nyamsi célèbre aujourd'hui M. Faure Gnassingbé. Vous n'êtes pas dépassé. Cela ne vous dit rien. Et le Togolais qui peut sortir et même le critiquer. Je me suis promis de ne pas faire de vidéo jusqu'en 2026. Mais je vois que même les Togolais, pour sortir et essayer de remettre à sa place M. Franklin Nyamsi, les Togolais parlent encore avec un complexe d'infériorité, comme s'ils avaient peur de M. Franklin Nyamsi. Mais qu'est-ce que M. Franklin Nyamsi a de plus que vous? Pourquoi vous titubez de moi? Même M. Franklin Nyamsi qui a pris le temps de faire des éloges de M. Kadhafi. Et je tiens à dire à beaucoup de panafricains aussi que Kadhafi n'est pas un panafricaniste. Si vous pourrez couper cette partie, c'est très important. Kadhafi est un panarabiste. À l'époque, Kadhafi n'avait jamais eu des velléités de pouvoir s'associer aux pays africains. Kadhafi était dans une idéologie qu'on appelait le panarabisme. Et le panarabisme, c'était une idéologie pour fédérer et les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient, tous sous une même coupole. Et celui qui avait la poigne, qui était le leader naturel de ce mouvement, cela a été M. Gamal
El Nasser. Gamal El Nasser qui était l'ancien chef d'État de l'Égypte. Mais avant que le panarabisme ne trouve jour, il était malheureusement, son glas a sonné. Kadhafi pensait qu'il était le meilleur poulain de monsieur Gamal El Nasser. Abdel Nasser, il pensait qu'il était celui qui allait normalement bien le succéder. Il a tenté plusieurs fois de fédérer des pays autour de lui, mais vu que Kadhafi était impulsif, c'était une personne très atypique. Aucun pays arabe a essayé de fédérer avec lui. C'est pour cela que Kadhafi s'est tourné après vers les nègres et voulait s'associer avec vous. Mais je tiens à vous dire, peuple africain, qu'à chaque moment où le noir s'est allié aux arabes, à chaque moment où le noir avait voulu faire symbiose avec les arabes, ça nous a toujours retombé dessus. Je peux vous dire aujourd'hui, vous savez comment Kadhafi fait partie de ceux qui ont fait le plus du mal au peuple noir. Parce que quand vous rentrez dans le panafricanisme, quand vous essayez d'être panafricain, la première des choses aussi, c'est d'essayer de se cultiver. Kadhafi a tenté d'envahir 3 fois le Tchad. La dernière était la guerre des Toyota qui s'est développée, qui s'est déroulée dans la bande d'Aouzou. Allez sur Internet, tapez la guerre des Toyota qui a opposé l'armée libyenne à l'armée de Issa Habré du Tchad à l'époque, où ils ont été copieusement battus, qui s'est tenue dans la bande d'Aouzou à cause du sable. Kadhafi, le gouvernement soudanais à l'époque, que Gafa El-Nimeri, qui soutenait les Janjaouides, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Soudan, où les Noirs se font littéralement exterminer, peuple africain, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'époque des Janjaouides. Et qui était au devant? Qui était président en ce moment-là? C'est Gafa El-Nimeri. Et Gafa El-Nimeri avait vendu même cette guerre au sein du Moyen-Orient comme une guerre entre Noirs et Arabes. Gafa El-Nimeri, qui était celui qui avait commencé je ne sais pas si je peux dire, ce projet d'épuration ethnique contre les Noirs. Ce Gafa El-Nimeri, surtout contre les Noirs du Darfour, ce Gafa El-Nimeri était soutenu intégralement par Kadhafi. Quelqu'un qui faisait ça au peuple noir était soutenu par Kadhafi. Monsieur Fodé Sanko, chef de guerre de la Sierra Leone, Monsieur Fodé Sanko, chef de guerre, qui a endeuillé les rues sierra-léonaises pendant des dizaines d'années, a été formé dans les camps de Kadhafi en Libye, après à Benghazi, avant de revenir. Monsieur Charles Taylor, ancien chef de guerre libérien, a été formé chez Kadhafi. C'est Kadhafi qui lui a donné des armes. Monsieur Alassane Ouattara a reçu des financements pour pouvoir renverser M. Gbagbo, parce que M. Alassane Ouattara était musulman et Gbagbo non. Kadhafi a financé énormément de fractions musulmans africains pour déstabiliser le continent africain. Kadhafi fait partie des pires choses qui soient arrivées au peuple noir. Et vous les Africains, quand on vous demande de réfléchir, ça devient un supplice. Quand on vous demande d'aller apprendre, surtout, mais là ça devient quelque chose d'impossible à ne pas vous demander. Quand on vous demande surtout d'aller vous cultiver, de savoir dans quoi vous êtes en train de vous engager, vous pensez que l'on vous insulte. Kadhafi fait partie de celui qui a beaucoup financé les Touaregs au nord du Mali, au nord du Niger. Le MNLA, le JNIL et tout ça, au début, ceux qui voulaient même faire sécession en Azawad, ceux-là recevaient des financements de M. Kadhafi. Kadhafi a dit aux Touaregs que vous êtes les seuls peuples blancs à être gouvernés par des Noirs. Allez apprendre, peuple africain, s'il vous plaît. Je ne veux pas prendre des gens de haut, mais quand il y a la vérité, et surtout quand je vois là où le panafricanisme est en train d'être mené, on est obligé de vous secouer aussi. Et de vous faire comprendre les choses, même de la manière la plus dure possible. Pardonnez-nous cela et acceptez-le. Monsieur Kadhafi, même lors de la guerre de Biafra, lorsque Meka Otuku voulait faire sécession au Biafra, au Nigeria, Monsieur Kadhafi a celui qui a le plus armé le gouvernement Aoussa à l'époque. Je ne sais pas si c'est pas de Mauritala Mohamed, de Yakubu Gowon. Le gouvernement de Yakubu Gowon qui était Aoussa parce qu'ils étaient musulmans. Kadhafi les avait financés d'une certaine façon. Et c'est ceux-là qui ont endeuillé
le Nigeria, pendant longtemps, lors de la guerre de Biafra. Pour vous dire que Kadhafi fait partie de ceux qui ont sérieusement déstabilisé la quiétude du peuple noir. Kadhafi avait un projet d'islamisation et d'arabisation du peuple noir. Point final. Il est temps que vous le compreniez. Afin de ne pas... Heureusement que Kadhafi n'avait même pas mené à bien sa politique d'Union africaine. Je suis prêt pour qu'on forme une république fédérale, mais sans les Arabes, sans Kadhafi. Ne me traitez pas de raciste, je sais de quoi je parle. Je suis prêt pour une fédération de toutes les nations subsahariennes noires, mais pas de s'allier avec des pays comme la Libye. La Libye aujourd'hui, c'est le pays où encore les Noirs sont vendus en tant qu'esclaves. Est-ce que vous savez le sort qui est réservé aux Noirs libyens ou aux Noirs qui sont en Libye? Je peux encore aller sur énormément, sur beaucoup de faits palpable pour vous dire que Kadhafi faisait partie de l'un des féroces ennemis que le peuple noir n'a jamais connu. Mais ces mêmes Kadhafi sont présentés comme ces panafricains aujourd'hui, comme des personnes panafricaines, alors qu'il fallait voir le vice qu'ils avaient. Vouloir fédérer toute l'Afrique et devenir le sultan, devenir le guide suprême, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quoi le plan que vous avez? Vous pensez que vous, Africains, vous allez vous allier avec les Arabes et que vous serez tranquille? Allez demander à vos frères noirs en Mauritanie. Aujourd'hui, 20% de la population mauritanienne est encore esclave, sur lequel s'exercent des droits de propriété. J'ai été en Mauritanie moi-même en 2000. Et il y a encore une imposture vraiment renforcée par l'islam. Bon, je ne dis pas ici que l'islam est mauvais, attention, mais des gens utilisent l'islam pour des mauvais fins. Il y a 20% de la population mauritanienne est encore esclave, sur lequel s'exercent des droits de propriété. À chaque fois que nous, on a essayé de s'allier avec des Arabes, ça s'est toujours mal passé. Et ces mêmes vous disent. Et c'est la même erreur dans laquelle les panafricains veulent vous emmener. Monsieur Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux, comme il a créé un grand mouvement comme la négritude, comme les Aimé Césaire. Monsieur Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux, comme s'il avait fait un travail comme Malcolm X ou un travail comme Martin Luther King. Monsieur Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux, comme s'il avait fait un travail comme Toussaint Louverture ou même Jean-Jacques Dessalines. Monsieur Franklin Nyamsi est tellement orgueilleux envers les Africains, alors que c'est une personne qui ne connaît pas aussi grand-chose. Il est certes intelligent, mais je viens de vous l'expliquer, à chaque fois qu'il n'a pas eu des informations concernant des situations, il a toujours fait des analyses erronées, pour vous dire qu'il n'est pas intelligent comme il essaie de vous le faire croire. On a vu là où son intelligence a mené M. Guillaume Soro aujourd'hui. Un mercenaire intellectuel qui critiquait à l'époque Assimi Goïta et aujourd'hui le célèbre. Qui critiquait à l'époque Thomas Sankara et aujourd'hui est en train de célébrer le poulain de Thomas Sankara. Qui critiquait à l'époque même Laurent Gbagbo au détriment de Ouattara, mais aujourd'hui qui a tourné le dos. Lui, vous allez voir que lui, toute sa bataille, 90% de sa bataille, c'est contre M. Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara lui a coupé les vivres. Il ne reçoit plus sa pension d'invalidité. Cela a été coupé et Alassane Ouattara est devenu son pire ennemi. Vous dites que vous êtes panafricain et vous essayez de nous vendre aujourd'hui M. Faure Gnassingbé comme un panafricain. Quelqu'un qui laisse son peuple mourir. Quelqu'un qui a une fortune personnelle de plus de 4500 milliards, soit 4 fois le PIB du pays, alors que le peuple est en train de broyer du noir. Vous essayez de vendre cette personne comme panafricaniste. Quelqu'un qui en une journée de manifestation, seulement à Adakpame et à Bé, on a enregistré 7 corps. C'est ça vous voulez nous dire qu'il est panafricain. C'est ça le panafricanisme. Et ce qui est dangereux, j'ai toujours appelé à cela. Aujourd'hui, beaucoup de panafricains essaient de vendre le panafricanisme comme si l'ultime fait du panafricanisme,
c'est de pouvoir signer avec la Fédération de Russie. Comme si aujourd'hui, un président peut être même mauvais, peut être dictateur, mais dès qu'il signe avec la Russie, on commence par l'aduler. Limite, vous êtes devenus des intellectuels au service de la Russie. Et là où c'est dangereux, c'est parce que souvent, le noir est beaucoup dans l'émotion, mais pas dans la raison. De la même manière dont vous êtes en train de célébrer Kadhafi, de cette même manière, vous êtes en train de célébrer Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine ne vient pas en Afrique parce qu'il aime tant les Africains. Actuellement, nous sommes en pleine guerre froide. Nous sommes en pleine troisième guerre. Et chaque pays essaie d'avancer ses pions comme il le peut. Et l'avenir, c'est l'Afrique. M. Vladimir Poutine a compris cela et il essaie de s'approcher des pays africains pour pouvoir avoir le plus d'alliés sur les pays, avec le plus d'alliés venant des pays du Sud. Ce n'est pas parce que M. Vladimir Poutine aime autant les Africains. Ce n'est pas parce que les Russes aiment autant les Africains. Allez voir le racisme que nos frères vivent en Afrique. Oui, aujourd'hui, la situation nous emmène. Nous sommes aussi dans une position de force. Lorsque nous sommes sur le point de direr avec la Russie, il faut savoir aussi profiter, nous aussi, de cette force que nous avons. Mais si pour vous, parce que je vous entends aussi beaucoup critiquer M. Brice Oligui Nguema. Vous critiquez Brice Oligui Nguema, peuple africain. Ils sont en train de saboter, de signaler le direct, s'il vous plaît. Commencez par tapoter, envoyer les fleurs. Sécuriser le direct, s'il vous plaît. Très, très important. Sécuriser le direct, c'est très, très important. Très, très, très important. Tapoter, sécuriser le direct. Aujourd'hui, un chef d'État peut être dictateur. Il peut être tout ce qu'on veut. Mais dès qu'il signe avec la Russie, dès qu'il commence par tenir des discours à peu près un peu souverainistes, c'est bon. Même si le peuple est en train de souffrir, c'est bon pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train de célébrer Brice, ils sont en train de diaboliser Brice Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que Brice Oligui Nguema a renversé Monsieur Ali Bongo Ondimba. Alors que Ali Bongo Ondimba est celui qui a fait le plus... La famille Bongo a été la famille qui a fait le plus de mal au peuple gabonais. C'est pour cela que les Gabonais rejettent au plus haut point le panafricanisme. Parce que quelqu'un qui les opprimait, quelqu'un qui les brimait, quelqu'un qui était en train de les ostraciser, quelqu'un qui leur faisait du mal était soutenu par ces panafricains. Maintenant, notre chef d'État vient, qui est au service du peuple comme Brice Oligui Nguema, qui est en train de faire ce que le peuple en a toujours aspiré. Vous êtes en train de critiquer ce type-là. J'ai l'impression que pour les panafricains, il faut seulement rompre avec la France, signer avec la Russie, donner nos ressources avec la Russie. On s'en fout du reste. Tant que tu donnes tes ressources avec la Russie et que tu nous payes, c'est bon. Ils sont devenus tous des prostituées de palais. Vous les voyez, Franklin Nyamsi, Kémy Seba, Nathalie Yam, Alain Foucault, ils ne font que faire les tours des palais pour prendre l'argent, pour prendre les deniers publics. Omar Bongo, lui, il était un vrai face africain. Mais son fils, comme M. Fornia Singwe, essayait, vous voyez leur duplicité, essayait aussi de se rapprocher comme s'il était panafricain. Il était après dans le Commonwealth. Et ce type-là était commencé par célébrer par les panafricains. Alors que le peuple broyait du noir. Est-ce que, peuple africain, le panafricanisme pour vous, c'est seulement de rompre avec l'entité coloniale qu'est la France? Ou c'est vraiment rompre avec l'entité coloniale et faire tout à ce que les richesses de la nation puissent servir et que les richesses de la nation puissent profiter à tous les concitoyens? Ou pour vous, le panafricanisme s'arrête uniquement au fait de couper avec la France et de s'allier avec la Russie? Aujourd'hui, le miroir du panafricanisme, aujourd'hui, le panafricanisme, c'est de se voir à travers le miroir de la Russie. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi essaie de nous faire croire, ces panafricains, parce que moi je suis, hélas, un vrai panafricain, ces panafricains essaient de nous faire croire que l'unité de mesure du panafricanisme, c'est devenu la signature avec Moscou. Un chef d'État peut être dictateur, peut opprimer son peuple, peut faire tout ce qu'il veut, mais dès qu'il pose les pieds à Moscou, dès qu'il commence par serrer la main à M. Vladimir Poutine, c'est bon. C'est ça le panafricanisme, c'est ça le travail de désaliénation que vous voulez faire. Mais je vous dis que ces soi-disant panafricains qui sont devant aujourd'hui, c'est les personnes les plus dangereuses du panafricanisme. Du vrai panafricanisme. Pensez pas M. Kwame Nkrumah. Les vrais panafricanismes. Pensez pas les Marcus Garvey. Pensez comme les Sylvanus Olympio. Je tiens à vous dire que M. Fornia Singbe, que M. Franklin Nyamsi est en train de célébrer aujourd'hui comme panafricain, c'est le père de M. Fornia Singbe
qui a fait abattre le vrai panafricain, premier président de la nation togolaise, M. Sylvanus Olympio, qui était un vrai panafricain. La famille Gnassingbé a toujours été la famille que les impérialistes ont toujours utilisée pour détruire et pour arracher la vie aux vrais panafricains. Sylvanus Olympio, vrai panafricain de son temps, c'est la famille de ceux que tu prétends aujourd'hui être panafricain. L'héritage dont hérite M. Faure Gnassingbé, c'est ça. C'est le fait d'avoir trahi la vraie révolution, le vrai panafricanisme que le peuple togolais était en train de s'engager. C'est le même père de M. Faure Gnassingbé qui a fait abattre aussi en pleine ville le grand Taviu Amourin, grand panafricaniste de son temps et ami de Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, tu célèbres ceux qui sont les canons de la France-Afrique. Tu célèbres ceux qui enterrent le vrai panafricanisme. C'est ce que tu es en train de célébrer. Vous êtes un danger intellectuel pour l'Afrique, M. Franklin Nyamsi. Vous êtes un danger intellectuel pour l'Afrique. Et ce qui est quand même déplorable, c'est que beaucoup se laissent encore manipuler de par vos discours et de par vos analyses fallacieuses. Mais le Togolais aujourd'hui a compris. Les Béninois ont compris. Les Gabonais rejettent le panafricanisme parce que quand le Gabonais broyait du noir, quand le peuple gabonais profond souffrait, vous, uniquement parce que Ali Bongo était bien avec la Russie, vous préférez célébrer Ali Bongo à l'époque, même si le peuple était en train de souffrir. C'est la même chose que vous êtes en train de faire au Togo. Vous voulez combattre le panafricanisme, mais vos plus grands amis sont les canaux, les canaux soudés de la France-Afrique. Les canaux de par lesquels la France passe pour mener sa politique néocoloniale en Afrique. C'est ça même. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le panafricanisme, c'est comme une maison que vous commencez à partir du toit pour descendre à la fondation. Ceux qui sont vraiment les vrais canaux de la France-Afrique, c'est ce que vous célébrez. Vous ne l'allez jamais entendre que ces types-là sont en train de critiquer M. Paul Biya. Regardez le Cameroun, l'intelligence camerounaise. Les Camerounais font partie, hélas, des peuples les plus intelligents en Afrique. Je tiens à le dire. Les Camerounais sont très intelligents, mais regardez le niveau à laquelle M. Paul Biya a ramené le peuple camerounais, a ramené le Cameroun dans un désespoir. Mais celui-là, il est célébré comme panafricain. Même si le peuple souffre, même si le peuple est en train de broyer du noir, tant que nous arrivons à avoir les deniers publics, tant que nous arrivons à faire des prostitutions de palais, tant qu'il arrive à signer avec la Russie et que nous arrivons à prendre nos commissions, il est panafricain, on ne le touche pas. Monsieur Sassou Nguesso, l'un des présidents les plus appréciés, les plus monumentales qu'a connu la République du Congo-Brazzaville, c'est M. Pascal Lissouba. M. Pascal Lissouba qui était arrivé, et la première des choses qu'il avait fait, il a renégocié le contrat pétrolier à l'époque avec Elf, pour que le peuple congolais puisse en profiter beaucoup plus. Ce type a été évincé. Ce panafricain que M. Pascal Lissouba a été évincé par Sassou Nguesso. Et ce même Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est lui que vous célébrez comme panafricain. Alors que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui pouvait donner sa vie pour la France. En fait, vous prétendez combattre la France-Afrique, vous prétendez combattre le panafricanisme. Mais ceux qui entretiennent le panafricanisme, vous ne voulez pas les combattre. Parce qu'eux, ils vous payent. Vous voyez la criminalité intellectuelle dont vous faites preuve, surtout les Camerounais. Je ne veux pas jeter des discrédits, mais quand je vois Jules Domtier prendre de haut les Togolais, Alain Foucault, pareil. Quand je vois Banda Kani, quand je vois Bertrand Titanda, quand je vois Franklin Nyamsi, quand je vois Nathalie Yam, c'est Camerounais. En fait, le Camerounais, c'est par essence, c'est quelqu'un de tellement faux que même intellectuellement, il doit essayer de toujours transposer sa fausseté. Même en termes d'intellectualisme, il doit être encore faux.
Le Camerounais, il est comme ça, il est faux dans tout. La majorité, et eux-mêmes, ils le savent, eux-mêmes, ils l'admettent. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est faux, vraiment faux. Et ils sont en train de pratiquer le 419 intellectuel. L'anarque intellectuel, c'est ce que ces Camerounais, comme les Alain Foucault. Alain Foucault a fait une vidéo dans lequel il appelait à un retour assez rapide des élections dans les pays de l'AES en jetant le discrédit. Il l'avait fait subtilement, mais il jetait le discrédit sur les chefs d'État de l'AES, du Mali, du Niger et du Sénégal. Beaucoup d'Africains ne l'avaient pas compris. Je me suis dit, ce type est très dangereux. Et ces Camerounais dans le panafricanisme sont très très dangereux. En tête de liste, M. Alain Foucault et M. Franklin Nyamsi. C'est les plus grands voyous intellectuels, ces vrais mercenaires intellectuels, ces prostituées de palais qui ne font que faire des tours de palais pour prendre les deniers publics des peuples. Même si ces peuples sont en train de souffrir, ils s'en fichent. Le panafricanisme, ce n'est pas dans une posture médiatique. Ce n'est pas quand un président sort et essaie de signer avec la Russie qu'il faut commencer par le célébrer. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. C'est quoi le fruit que ces chefs d'État sont en train de porter et de produire? Quel est le fruit que M. Fonya Singbe est en train de porter et de produire? Quel est le fruit que M. Paul Biya est en train de produire? Quel fruit M. Sassou Nguesso produit? Absolument rien. Mais ceux-là, vous qui vous financent, vous êtes dans une impose. Et ce panafricanisme à géométrie variable, où vous critiquez certains chefs d'État, et M. Franklin Nyamsi qui arrive au Togo, qui repart, lui, M. Franklin Nyamsi, lui, devant la... Même pour animer des sommets sur le panafricanisme, il demande de l'argent. Il demande de l'argent. Cette question de novici, il faut que, où on dit de partager 5 000 à chaque Togolais, il faut que le peuple togolais comprenne que dans ce pays, l'argent en est rempli. Ce gouvernement a l'envie délibérée de vous priver de ce qui est votre dû. Ce gouvernement a l'envie délibérée de vous priver de ce qui vous est dû. Mais le travail qu'on est en train de faire sur Internet, de les humilier, de les mettre en face de leurs frasques, leur amène à vouloir calmer le peuple tout en vous donnant le novici. Peuple togolais, l'argent de novice que vous êtes en train de recevoir, c'est l'argent qui a toujours été là. Pourquoi à l'époque on ne nous l'avait pas donné? Comprenez aujourd'hui que de l'argent, ce pays en est rempli. De l'argent, le Togolais même peut avoir une allocation. Un Togolais qui ne travaille pas, le Togo a tellement d'argent que le Togolais pouvait même avoir une allocation. Le Togo a de l'argent en quelque sorte que même 50% des frais d'hôpitaux peuvent être soutenus par l'État. Il y a de l'argent dans ce pays, mais ils ont attendu que leur régime soit humilié, vilipendé dans le monde entier. Et laissez-moi vous dire que ces femmes qui sont mises en prison, ces Grace Koumaï qui sont en train d'être abusées, c'est Amavi Katanga à qui je pense fort ici, tout cela est en train de jeter vraiment un discrédit sur eux. Parce que vous voyez ce genre de choses, dès que les associations... Vous pourriez opprimer les hommes, mais dès que vous commencez par vous opprimer à la femme, à la matrice de l'humanité, les organismes internationaux, c'est quelque chose qui peut très vite vous disqualifier devant les organismes internationaux. Comme le FMI, comme la Banque mondiale, dès qu'on sent que les droits de vos concitoyens sont bafoués et que même le droit de la femme est en train d'être bafoué, je vous assure que même des organisations de soutien de la femme peuvent se lever et faire pression sur ces grandes institutions. On ne prêtera plus jamais de l'argent au Togo. C'est pour cela que M. Fonya Singbe sort et essaie de distribuer un petit novici pour les Togolais. Peuple togolais, vous méritez mieux que cela. Novici 5 000 francs, qui s'est fait 13 francs par jour, qui fait à peu près 400 francs par mois. Combien de temps vous allez profiter de cela? Alors que de l'argent, ce pays en est rempli. Alors que de l'argent. Cette jeunesse, c'est une jeunesse qui est vraiment une jeunesse qui est prête à faire face à tellement d'enjeux. Mais il faut qu'il soit dos au mur pour sortir un peu d'argent et le partager au peuple togolais. Peuple togolais, ce pays a toujours eu de l'argent. Et de l'argent, ce pays en est rempli. Faites tout, dégagez M. Fonya Singbe et vous allez voir comment vous pourriez vivre comme des pachas. À 0 heure maximum, il faut que je finisse le live.
Et c'était ce que je voulais dire concernant M. Franklin Nyamsi et le faire comprendre. Et le problème des Africains aussi, c'est que nous sommes beaucoup dans le fanatisme. Le fanatisme dans quel sens? Ça veut dire que quand vous adulez une personne, il ne faut plus critiquer cette personne, même si cette personne fait quelque chose de mal. Aujourd'hui, même si Assimi Goïta se permet de faire quelque chose qui n'est pas bien aux yeux du peuple, dès que tu commences par le critiquer, on commencera par te taxer d'une personne qui est complice, qui est France-africain, qui veut détruire la souveraineté du peuple malien. Alors que quand vous aimez une personne, il faut savoir lui dire au bon moment les choses que vous êtes censé lui dire. Ibrahim Traoré peut être apprécié, mais si à un moment Ibrahim Traoré commence par poser des actes et que le peuple n'est pas en accord, il faut que certaines personnes puissent sortir et le dire franchement. C'est ça le problème des Africains. Vous, dès que vous aimez une personne, il ne faut pas toucher à cette personne. Même si demain, Ibrahim Traoré commence par avoir une politique qui n'est pas bien pour le Burkina Faso, dès que tu le critiques, on jugera que tu es devenu un France-africain, que tu n'as pas le droit de le critiquer. C'est ça le problème de l'Africain. Alors que le pouvoir, c'est quelque chose qui finit par te rendre fou, et le pouvoir absolu, c'est quelque chose qui finit par te rendre absolument fou. Il faut savoir, et c'est ça le problème de l'Africain. C'est ça l'un de nos plus grands problèmes. Et quand j'ai commencé par critiquer M. Franklin Nyamsi, il fallait voir mes commentaires ce jour-là. Comment mes propres frères togolais m'ont lynché. J'étais obligé de sortir pour vous présenter des excuses. Mais moi, j'avais déjà vu venir. Parce que je n'avais pas écouté son discours uniquement. J'essayais de voir où il allait en venir. J'essayais de voir sa destination finale. J'avais compris qu'il était en train de draguer M. Faure Gnassingbé. Vous voyez? J'étais en train de voir là où il allait. J'étais sorti, je l'ai décrié et mon propre peuple m'a combattu. J'étais sorti pour vous présenter les excuses. Mais aujourd'hui, vous voyez comment il prend de haut les Togolais, alors que ce n'est pas une personne aussi intelligente comme vous pourriez le penser. Vous savez, il prétend qu'il est professeur d'université. Vous savez combien de professeurs d'université nous côtoyons? Vous savez même combien d'universités américaines ici en France que nous connaissons, que nous côtoyons. Franklin Nyamsi se prend pour qui? Il est quoi? Il n'est absolument rien. C'est l'Afrique qui a reculé, c'est l'Afrique qui a reculé tellement intellectuellement. C'est pour cela, eux, ils sont célébrés aujourd'hui comme les portes étendards d'un mouvement. Sinon, l'Afrique serait l'Afrique vraiment. Qui aurait considéré ces types-là comme des intellectuels? Il veut rompre avec un système, il s'inspire dans notre système, il dit qu'il est panafricaniste de gauche, il veut rompre avec la France-Afrique. Mais vous voyez le problème? Et dès que pour lui, tu signes avec la Russie, tu deviens panafricain. Attention, peuple africain. C'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous mettre dans les bras de la Russie de manière... Et vous êtes en train d'avancer de manière aveugle. Fractal, j'ai vu bien ton commentaire, mais je ne peux pas me permettre de le dire ici. Merci quand même pour ton commentaire sur ce que IB est en train de faire. Vous... J'en étais où? Bon. Donc, M. Franklin Nyamsi, si vous avez vraiment étudié le panafricanisme, vous ne serez pas impressionné par ce type. Vous serez plus impressionné par les Jean-Jacques Dessalines, plus impressionné par des Barthélemy Boganda, plus impressionné par des Sékou Touré, plus impressionné par des Modibo Keïta, plus impressionné par des Tavu Amoran, plus impressionné par des Sylvanus Olympio, plus impressionné par des Thomas Sankara, plus impressionné par des Patrice Lumumba, plus impressionné par des Amical Cabral, plus impressionné par la fin de M. Tombalbaye, plus impressionné par des vrais panafricains, plus impressionné par des Moulélé, plus impressionné par des Anges Diawara, plus impressionné même, limite, par des Mariam Gwabi qui étaient des chefs d'État. Et parlant intellectuellement, vous serez plus impressionné par les Cheikh Anta Diop, par des France Fanon, par les Malcolm X, par des Marcus Garvey, par des Toussaint Louverture, par des Jean-Jacques Dessalines, par ces gens-là qui ont fait vraiment un travail mémorable, par ces personnes qui essaient de faire des bérets intellectuels, qui ont des informations, qui viennent, qui le personnalisent pour se faire croire grand analyste politique, grand analyste stratégique, il est certes intelligent.
mais qu'il redescende et qu'il arrête de se surestimer pensant qu'il était un super Africain ou qu'il était un Africain le plus intelligent. Monsieur Franklin Nyamsi, si vous osez encore prendre de haut le Togolais de cette façon, si je reviens pour vous, cela ne sera pas simple. Et pour finir, je vais parler assez rapidement des projets de l'année 2026. En 2026, nous allons encore ramener le Togo dans une certaine dimension. Nous allons continuer le travail de dénonciation parce que cela est en train de porter ses fruits et c'est ce qui est en train d'amener M. Faure à commettre les erreurs sur erreurs. Donc nous allons continuer dans ce même élan, de toujours secouer. En fait, vous avez la connexion Internet, vous avez encore votre bouche. Si vous vous réveillez, continuez pas à jeter le discrédit, continuez pas à mettre l'accent et la lumière sur les frasques de M. Faure Gnassingbé, sur les frasques de sa gouvernance. C'est tout ce que vous... Chaque fois, nous devons toujours humilier M. Faure Gnassingbé parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a les armes, mais nous, on peut arriver à le déstabiliser intellectuellement. Il nous faut un vrai courant panafricanisme. Merci beaucoup. Parce que le panafricanisme qui est en train de représenter M. Kémy Séba, Nathalie Yambe, Alain Foucault, tout cela, c'est un panafricanisme frelaté. Il faut se voir à travers le miroir de la Russie. Ou c'est à la Russie de venir confirmer ou de venir affirmer si tu es panafricain ou non. C'est très dangereux. Je ne rentre pas dans cela. Je suis en désaccord et je divorce de cette idéologie panafricaine absurde qui est en train de représenter cela. Donc nous allons continuer ce travail. Nous allons continuer dans la dénonciation jusqu'au jour où M. Faure Gnassingbé quittera le pouvoir. Si M. Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, nous ne nous arrêtons pas. Nous ne nous arrêterons pas. Et je tiens à dire aussi à tous ceux qui font ce combat d'essayer que l'on puisse créer, que l'on puisse créer un vrai front commun. Vous pourriez décider même de ne pas m'intégrer, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'intérêt suprême. Quel est l'intérêt du peuple togolais? C'est la libération de mon peuple. Vous devez faire tout pour créer un front commun avec tous les Togolais de tous les bords. Les chefs cantons de Pézinde qui arrivent à mobiliser aussi les personnes du Septentrion, les personnes comme les Dissoro qui arrivent aussi à mobiliser les Kotokoli. Tous les Togolais de chaque localité qui arrivent à mobiliser, à drainer une foule avec, d'essayer de les prendre, eux tous une même coupole, et de parler vraiment d'une seule et unique voix. Je sais que vous l'avez tenté à un moment, nous l'avons tenté, avant que certains ne sortent et commencent pas à faire des analyses absurdes complètement que je n'avais pas compris, ce qui m'a amené à avoir des divorces intellectuels avec beaucoup. Mais nous sommes encore obligés de nous unir. Et rendez-vous en 2026, je pense que je ne ferai plus de direct. J'avais pensé ne pas faire de direct jusqu'en 2026, mais l'orgueil, cette manière dont M. Franklin Nyamsi avait pris de haut les Togolais, je pensais que les Togolais allaient sérieusement le récupérer. Mais j'ai vu que beaucoup de Togolais étaient vraiment encore dans une phase de complexe d'infériorité vis-à-vis de M. Franklin Nyamsi. Je ne voyais pas des gens qui arrivaient à le recadrer vraiment. Et j'ai pris la décision, malgré la fatigue, malgré mes engagements, les fêtes qui sont en train d'arriver, de sortir. Parce que moi, mon peuple, on ne touche pas. Je peux t'aimer plus que tout. Mais dès que tu commences par toucher le peuple togolais, on divorce complètement. Dès que tu arrives à t'enrichir sur le dos, sur la pauvreté de mon peuple, toi et moi, on est devenus des ennemis et on est vraiment, on aura vraiment une séparation, mais que tu ne comprendras pas. Ça, c'est moi. À mon peuple, on ne touche pas. J'aime profondément le Togolais. J'aime profondément ce peuple parce que le Togolais, c'est un type très bien. Le Togolais, c'est un type très bien. C'est un type... En fait, le Togolais ne mérite pas ce qui est en train de l'arriver. Normalement, la manière dont le Togolais arrive à célébrer les autres. Regardez comment le Togolais a célébré même des artistes. Et que ces artistes finissent par vous lâcher et vous humilier.
Le Togolais, c'est une personne qui peut te prendre, même si tu ne vaux rien, te positionner à la table des rois. Regardez comment les Togolais ont réussi à prendre le jeune Donety Weah, l'ont positionné. Regardez comment les Togolais ont positionné les Paki Tienzou à l'époque. Regardez comment les Togolais ont célébré les centenaires. Regardez comment les Togolais ont célébré les panafricains. Au final, tous ces types finissent par vous tourner le dos et vous humilier. En fait, le Togolais ne mérite pas ça. Et c'est l'amour que je porte pour mon peuple qui m'emmènera des fois, parce que je m'étais promis que ce sera en 2026 que j'allais revenir. Mais je ne pouvais pas accepter, je ne pouvais pas laisser passer qu'un imposteur, comme voyou, comme mercenaire intellectuel, comme M. Franklin Nyamsi, insulte l'intelligentsia togolaise. Et qu'il fasse preuve, qu'il devienne muet, qu'il devienne aveugle devant la détresse profonde qu'est en train de vivre mon peuple. Je ne peux pas l'accepter, moi. Et essayer d'insulter le Togolais. Le Togolais qui est en train de souffrir sous ce régime. Essayer de l'insulter, c'est une double peine. C'est essayer d'enfoncer encore le couteau dans la plaie du Togolais. C'est encore... En fait, vous faites en quelque sorte. Et le Togolais se sent après... Le Togolais se dit, Dieu m'a abandonné. Mais même les humains qui sont censés aussi parler en ma faveur m'abandonnent aussi. Le Togolais, seul le Togolais est triste. Et je ne laisserai plus ce sentiment envahir la jeunesse du cœur de la jeunesse togolaise. Donc c'est très important de pouvoir créer un front commun et de pouvoir sortir aussi en quelque sorte, ça c'est pour un peu plus les membres du M66, de pouvoir sortir à peu près de cette manière de trop institutionnaliser les choses aussi. Comme je vous l'ai dit, moi je vous ai beaucoup aimé de la manière dont vous étiez brut, de la manière dont vous avez toujours été sec, de la manière dont vous étiez aussi naturel. Moi je réattends cela de vous. Et il ne faut pas aussi trop institutionnaliser le truc, voilà, comme limite un parti politique, on a des t-shirts, on a des casquettes, on a des salles, on a des ci, on a des... En fait, la lutte, c'est maintenant. Vous faites un travail mémorable. Mais à un moment, je pense qu'il y a certains conseillers derrière vous qui sont en train de trop institutionnaliser et de trop politiser la lutte. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes des blogueurs et le peuple vous a apprécié comme ça. Le peuple vous a aimé comme ça. Revenez dans cette brutalité, revenez dans la manière dont vous étiez, revenez dans cette manière dont vous avez commencé de manière brutale et le peuple vous a suivi. En tout cas, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Bonne fête de Noël à tous, à tout le monde. Bonne fête de fin d'année. J'anticipe et je vous souhaite mes meilleurs vœux à tout un chacun, mes vœux de santé, de prospérité, de libération du peuple togolais et de joie, de la réelle indépendance du peuple togolais. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.